Moi, je surveillerai la zone des... alors, en fait, je pense que c'est une petite fausse holographique. En fait, c'est les 101,70 et pas les 104. Donc, les 101,70, vous remarquez, donc, ce niveau-là, ça fait à peu près en 2000 et en 2004, 2005 même. Eh bien, c'était un ancien support. Ça pourrait être une zone où, sachant que le cours, il est très haut, sachant que un jour, ça va descendre. Ne vous inquiétez pas, ça va descendre. Je ne vous dis pas que c'est pour shorter, c'est pour mieux acheter plus bas. Donc pour les achats, honnêtement, il y a maintenant, désormais depuis la semaine dernière, un niveau 94, résistance cassée. Depuis plusieurs mois, à chaque fois qu'on casse une résistance sur l'USDL, on peut acheter le pullback et ça continue de monter. Ou bien, mieux encore, si jamais, encore une fois, on a un marché, on va dire, très tendu à la hausse, et bien si jamais on devait respirer, et ça pourrait être une phase de consolidation qui pourrait quand même durer quelques mois, si jamais on revoit les 88, là ce serait vraiment pas mal pour un achat. Donc deux niveaux 88 et 94, et puis surveiller les 101, 70. Ne vous mettez pas en face, s'il vous plaît, parce que ça peut monter. Donc j'ai à peu près la même analyse du cas de Guyane. Là où c'est intéressant avec les Shimoku, c'est qu'on voit que les prix sont en train de... Donc ça monte, ça c'est clair. La Tenkan, la Kijun sont en train de monter. Là, la Greenspan a cassé sa Kijun, donc on est en tendance haussière. La tendance haussière, techniquement, je dis bien techniquement, ne serait validée que lorsque les prix sortiront du nuage. Donc là, le jour où les prix sortent du nuage, c'est plus que de l'achat, on rentre dedans les yeux fermés. Donc là, pour le moment, ce qui se passe ce mois-ci, c'est qu'on est en train d'arriver sur le haut du nuage. Les prix vont s'arrêter à ce niveau-là, parce qu'un haut de nuage, c'est toujours fort. Donc les prix vont s'arrêter. Je ne dis pas qu'ils ne vont plus monter, mais ça va s'arrêter. Donc l'hypothèse, c'est que ça s'arrête. Comme la poussée a quand même été très violente, là, la Greenspan pourrait retracer un petit peu sur le niveau des 97. Donc je pense qu'on retrouve un peu le niveau d'Adrian. Voire, et là, ça serait plus embêtant à la limite, mais on pourrait shorter à ce niveau-là, c'est-à-dire que si 97 ne tient pas, le stade suivant, c'est 88 qu'on voit avec la lagging span, c'est-à-dire la lagging span qui va redescendre. Vous voyez que les deux droites, il y a la Tenkan et la Kijun, donc ces deux droites-là sont en train d'attaquer le nuage, donc ça aussi c'est à surveiller. Et donc elles vont continuer à monter parce que mathématiquement parlant, comme on prend des points arrière, ça continuera à monter même si on commence à baisser, donc elles peuvent remonter et nous mettre effectivement, quand on calcule, on obtient aussi un support autour de 88, 87, 75, 88, un petit peu plus. Donc l'idée pour le moment c'est ça, c'est qu'on s'arrête sur ce niveau-là, on retrace un peu, donc soit un tout petit peu et on reprend, donc là effectivement c'est un achat très fort avec l'idée d'aller chercher, moi je vais quand même beaucoup plus haut, j'ai une résistance qui est vraiment très forte à ce niveau-là, 105, voire carrément ce niveau-là, 110, que j'ai avec un autre indicateur qui s'appelle le point figure, on a les 110 aussi. Donc si je suis tout à fait d'accord avec Adrien, c'est-à-dire que toute baisse, soit on peut la shorter si la baisse est suffisante, mais de toute façon c'est un achat sur support et un bel achat. Pour moi, juste pour finir, en fait, pour vendre l'USD yen, enfin n'importe quelle paire en yen, vu que ça fait donc déjà 5 mois, 6 mois que le yen baisse, sachant qu'un jour le yen va se renforcer pour probablement mieux baisser, et bien là pour moi pour vendre en fait une telle configuration, encore une fois j'aimerais regarder un graphique journalier, voir si jamais il y a une divergence qui prend forme, et là je pourrais par la suite me dire ok là c'est probablement la fin d'un cycle et puis là on va entrer dans une phase de consolidation et je pourrais rechercher peut-être une vente sur l'épargne yen, mais honnêtement je pense que la plupart de ceux qui vendent l'épargne yen n'ont pas eu beaucoup de réussite ces dernières semaines. Oui, effectivement, oui. En fait, si vous voulez, l'USD Yen, c'est une paire dont on vous a averti d'une forte hausse historiquement possible il y a 9 mois. C'était la note de recherche FXM du deuxième trimestre 2012 que j'ai écrit sur cette paire avec toutes les comparaisons Ishimoku, Eliotiste et Chartiste en disant que la cassure des 80 entraînerait un mouvement historique. L'objectif était de venir sur 90-95. Kali, qui est aussi une personne qui fait de l'Ishimoku, m'avait donné les 100-102, la fameuse borne haute du nuage. Donc
je crains deux choses en fait. Je crains, alors j'ai jusqu'ici, donc effectivement il ne fallait pas se mettre en face, j'ai essayé une fois ou deux, c'est un peu comme quand on met les doigts dans une prise, mais je pense que ceux qui ont payé à 80, 85, enfin les 75-80 pour jouer justement ce retournement de moyen terme ont atteint désormais leurs objectifs de moyen terme. On a frôlé les 100 cette nuit, on a fait 99-95 et ça ne m'étonnerait pas qu'on entame une consolidation. Donc en données mensuelles, si ça se trouve, on ne va pas pouvoir l'acheter avant 6 mois parce qu'on va avoir une consolidation à plat ou une baisse des cours. Baisse des cours qui sera due d'une part à un mouvement de 3000 points qui a besoin de reprendre du souffle, et d'autre part au fait que s'il y a aversion au risque sur les marchés, les investisseurs comme d'habitude paieront du yen et feront donc baisser cette paire. Je pense qu'on aura des opportunités de short dans les séances à venir, mais encore une fois, là on ne fait pas du court terme, et on verra justement, il faudra des validations, des cassures de support, des choses comme ça. Normalement, s'il y a effectivement une consolidation sur les paires yen, il faudra probablement regarder d'autres paires, parce qu'il va y avoir des flux qui partent, notamment depuis le Japon, enfin sur le yen, qui vont aller sur d'autres paires, et là, ça serait plus intéressant de regarder ces paires en ce moment-là, et pas forcément le yen. Donc, je pense, honnêtement, j'ai du mal à voir cette hausse continuer, mais en même temps, ça peut continuer. Donc, tant que ça continue, et je ne vendrai surtout pas les paires en yen, que ce soit clair. Donc voilà. Il y a peut-être d'autres opportunités qui vont se présenter si seulement si le yen effectivement entre en phase de consolidation, mais on est toujours en attente. Ouais. Donc trop tard pour acheter à long terme. On en a parlé il y a 6-9 mois après ceux qui l'ont fait. Grand bravo à vous. Trop tôt pour shorter, et en tous les cas ce ne sera qu'à titre spéculatif. On peut passer à l'or. Donc l'or, alors, on va vérifier ça, mais il me semble que pour ceux qui sont venus à la conférence d'il y a 6 mois, ça commence à prendre forme. On va tout péter. Alors, donc on a fait 1525 tout à l'heure, on est allé titiller le bas du range de moyen terme. Donc ce que je voulais dire sur l'or, c'est quoi? C'est que l'or c'est le plus gros piège à particulier qu'il existe en tant qu'actif. Déjà, de 1, vous êtes débutant, n'allez pas sur l'or. Vous êtes confirmé, tradez l'or avec parcimonie, ne prenez pas de risque. C'est là-dessus que les particuliers font parmi les plus grosses pertes. Qu'est-ce qu'on note sur l'or depuis 2 ans? C'est un range. Qu'est-ce qu'on note également? Un SSI, encore une fois l'indicateur des positionnements des particuliers sur l'or, et les acheteurs sont acheteurs à 73%. Donc je crois que vous avez tous compris que quand les particuliers sont à l'achat à 73%, ça baisse et les risques sont baissiers. Depuis 1 an, je ne suis pas acheteur d'or, je ne suis pas trader d'or dans l'âme. La seule chose que je répète en conférence, c'est 1, les débutants, n'y allez pas. 2, les acheteurs d'or à moyen terme, on est passé de 200 à 1900. Arrêtez de me dire qu'on va aller à 3000, c'est terminé. Je ne dis pas que l'or a fait un point haut, je ne dis pas qu'on va à 600, comme d'autres. Je dis simplement qu'à moyen terme, eh bien c'est un range et qu'il y a de gros risques de sortir par le bas de ce range, et je ne ferai un trade à moyen terme sur l'or que si et seulement si dans les 2 trimestres à venir on casse 1530 pour aller en direction des 1200-1300 points. Donc l'or, tu peux mettre le graphique s'il te plaît Karen, le trade de base, tendance haussière, stabilisation à plat. Est-ce qu'on a un retournement de tendance? Pour ce faire, il faut casser le support. 1527 en cours de clôture, on a touché 1526 tout à l'heure. Vous êtes acheteur d'or, vous êtes aussi à moyen terme, vous êtes positif sur le métal jaune, et bien c'était tout à l'heure ou encore maintenant que vous achetez et vous mettez vos stops sous ce seuil. Je n'en ferai rien avec un SSI acheteur à 73%. Toutefois, en tant que chartiste, je note un range entre 1530 et 1790-1800, ce qui nous fait $270 de baisse potentielle en cas de cassure par le bas, et ce qui nous donne un objectif de 1260. Si dans les 2 trimestres à venir, l'or touche la zone 1250-1300, je passe acheteur. En attendant, je n'y touche pas ou peu, j'y vais de temps à autre en intraday comme n'importe quel actif, mais là on parle bien du moyen terme, et sur le moyen terme, je ne fais que reprendre ce que je dis depuis 1 an. On ira plus à 1300 qu'à 2000 d'après moi. Voilà. Après Karen, je ne sais pas ce que tu en penses. Mais
Alors moi, ce que j'en pense, c'est que pour le moment, techniquement parlant, on est toujours haussier. En ce qui concerne les droites, vous avez... Vous avez la Tenkan et la Kijun qui sont toujours bien positionnés, la Tenkan au-dessus de la Kijun, et vous avez la lagging span qui est toujours au-dessus des prix. Donc, techniquement parlant, on serait toujours aussi. Le petit bémol que je mets, c'est la cassure ici qui a eu lieu. Donc ça, c'est un signal baissier, c'est-à-dire que normalement, tant qu'on reste au-dessus de la Kijun, on ne sort pas sa position. Là, à partir du moment où on a cassé sa Kijun, il fallait sortir sa position, voire passer baissier. Donc on ne pouvait pas passer baissier tout de suite. Là maintenant, on a un support qui est en train d'être travaillé autour des 1560. Ça correspond à ce niveau-là. On voit le petit bout qui est ici, donc qui est aussi petit support. On va dire que ça fait travailler les bougies. Ça ne veut pas dire que ça tient parce que c'est tout petit. Donc ça n'a pas une grosse incidence, mais ça fait travailler le marché. C'est pour ça qu'on est en weekly, on est dans un range. Par contre, effectivement, si en fin de mois, ce signal est bien validé ici, c'est-à-dire si la bougie rouge casse vraiment à ce niveau-là, le prochain stade, c'est 1415 à peu près, et ça correspond à la lagging span qui va descendre à ce niveau-là. Donc on projette tout simplement comme ça. Donc dans ce mois-là, ou le mois suivant, on va descendre ici. La bougie étant faible ici, il faudra surveiller ce niveau, parce que si ce niveau lâche, là on va vraiment descendre. Avec comme premier objectif 1300 qui correspond à la SSB qui est ici. Donc on la projette là à ce niveau-là, et le premier objectif serait 1300. Donc on peut aller voir les 1300. Le RSI est baissier, il est vendeur. Donc la seule chose qui m'embête un petit peu, c'est que le croisement là n'a pas encore eu lieu, donc je n'ai pas une confirmation ferme et définitive. Ceci dit, comme c'est dans le mensuel, on ne va pas forcément attendre ce niveau-là. Il faudrait une petite bougie de 100 $. Oui, voilà, c'est ça, il faut pas grand-chose. Parce que tous les acheteurs sont positionnés à moyen terme, à long terme, avec des stops sous les 1525, 1530. Donc, soit ce niveau tient, on arrive à matérialiser un point bas de moyen terme sur ce support qui n'a toujours pas cassé, et alors on repart à la hausse, et potentiellement je passe acheteur comme sur n'importe quel actif qui est en tendance aussi à long terme en bas d'un range, certes, mais grande méfiance à la cassure de ce support sous lequel en une journée on peut perdre 50, 70, 100, 120 $, comme l'or nous a déjà fait en 2011. J'ajouterais juste une chose, dans une telle configuration, c'est aussi intéressant de regarder l'argent, parce que les deux sont quasiment 100% corrélés, positivement. Donc si l'or, on travaille actuellement aujourd'hui le support de long terme, c'est-à-dire que l'argent, il n'y est pas très loin, c'est à 26,20. C'est un niveau, chaque fois qu'on travaille, bon, on n'a pas les graphiques, mais vous allez voir chez vous, c'est un niveau 26,20 que chaque fois on travaille le niveau, ça rebondit mécaniquement. Surveillez ce niveau et méfiez-vous, je dirais juste en fait, si l'or il semble casser son support aujourd'hui, la semaine prochaine, j'aurais une tendance à vouloir attendre que l'argent fasse pareil. Donc sûrement les deux, pour ceux qui ont suivi, j'avais fait un petit webinaire en mars, début mars sur les métaux. J'avais dit ce qui est pas mal sur les métaux, c'est de les vendre. Parce que quand ça baisse très vite. Et des fois, en fait, on a de vraies accélérations baissières, notamment après des phases de basse volatilité. Et donc, ce serait exactement l'opportunité à faire si jamais on avait des supports qui cèdent sur l'argent et l'or. On va en accélération et on va espérer que ça continue plus bas. Donc attention, tout simplement. Mais là, si jamais l'on devait tenir, si jamais l'on devait avoir, après cette baisse qui est en place depuis octobre, eh bien ce serait pour bientôt, mais il faudra surveiller les niveaux. Ouais. En attendant, si 78% des particuliers à l'achat ont raison, et il faudra aussi regarder... Je vais penser sur la table à la prochaine fois. Il faudra aussi surveiller, vous avez vu ce matin, j'avais remarqué une potentielle divergence haussière sur l'or. Mais encore une fois, c'est juste pour surveiller et pas forcément pour entrer aujourd'hui. Voilà. Et vous avez justement la confirmation sur le weekly, où on voit bien que là, pour le moment, il ne se passe strictement rien, qu'on est sur un niveau qui a déjà été beaucoup travaillé. Donc on peut continuer à travailler ce niveau-là encore un bout de temps, donc il se passe quoi que ce soit. On a une forte résistance ici, donc techniquement on serait baissier, mais ça peut durer comme ça encore un certain temps. Vous avez les deux seuils mensuels, là, vous voyez, on est en train de travailler donc un des deux seuils. Le suivant, il est donc à 1415, ça sera le niveau à surveiller, mais pour le moment, il n'y a rien à faire sur l'or. Enfin, moi, personnellement, je n'y mets pas les doigts. Ouais.
Non, vraiment, ça ne sert à rien, c'est vraiment un piège. Là, je peux vous dire qu'on a 3 bougies rouges à la fin de cette semaine, donc on peut espérer une bleue la semaine prochaine. Bon, voilà, c'est tout, il n'y a rien d'autre à dire. Ça peut monter un petit peu la semaine prochaine, de toute façon, ça ne sera pas un achat. En fait, ça fait 3 mois que, depuis la dernière conférence, qui était en novembre, 5-6 mois, on est vendeur, on est baissier. Donc, c'est pas aujourd'hui, alors qu'on est à 1530 à cette conférence le 12 avril, qu'on vous dit ça y est, je passe vendeur sur l'or, alors qu'on est pile poil sur le support. Par contre, on dit que c'est une situation à risque et que la cassure de support a une probabilité qui est relativement plus élevée qu'elle ne l'était auparavant. Alors, on va passer ensuite à d'autres actifs qui nous tiennent à cœur. Alors, ça, c'est ma petite pépite de 2012, donc c'est l'euro CHF. Donc l'euro CHF, ça fait partie des paires et des actifs qui sont intéressants, notamment pour les personnes qui ne connaissent pas le marché d'échange, parce que c'est des stratégies d'investissement moyen-long terme. Donc ces stratégies d'investissement moyen-long terme, on les écrit avec l'équipe tous les trimestres. Il y a des trimestres où il n'y en a pas, il y a des trimestres où le marché nous en offre de belles comme celle-ci. D'ailleurs, je vous en ai parlé en fin de matinée, donc par rapport aux personnes qui ne connaissent pas bien le marché d'échange et qui ont des gros portefeuilles actions ou des choses comme ça, c'est le type de diversification qui peut être intéressante et donc on vous aiderait, le cas échéant, à calculer quel effet de levier utiliser, etc. Le concept de l'euro CHF, c'est qu'à 1,20, on a la BNS, elle est en carnet, elle est à l'achat, elle le protège. Depuis pas mal de séances, l'euro CHF, donc l'euro CHF, concrètement pour ceux qui ne connaissent pas, en 2012, il est resté pendant 8 mois collé sur un niveau, et tous les mois, pendant 9 mois, j'ai écrit une analyse disant que ça allait monter. Bon, ben, il a mis le temps. Il a mis tellement de temps que j'étais pas dedans à titre personnel et que la plupart des clients non plus. Encore une preuve que, le moyen long terme paye sur le Forex, mais qu'il faut avoir la patience et qu'il faut juste laisser la position se faire avec un scénario, un potentiel, une invalidation. Qu'est-ce qui était intéressant sur ce type de paire-là? C'est que quand on achète un 20, on a un stop de 30 points, un objectif de 500-600 points. Ça fait un ratio risque-gain de 1 pour 20. C'est parmi les stratégies des marchés d'échange et de l'ensemble des marchés qui, pour moi, sont les stratégies avec la probabilité de gain la plus importante qui soit. Voilà. Et donc, l'euro CHF est sur les 1,2130 parce que les marchés tiennent. S'il y avait de l'aversion au risque, je pense qu'on casserait 1,2130 pour revenir vers la zone 1,20 à 1,50. Vous voyez le petit rond, j'en parle tous les matins au morning. Il ne faudra pas me poser la question si je passe à l'achat, si on devait revenir dans cette zone-là, c'est oui, et plutôt 2 fois qu'une. Bien évidemment, comme d'habitude, on dira oui, mais si cette fois on le casse, eh bien on a un stop avec un risque, il est calculé, il est mesuré, il est accepté et la position est entrée. Que ça casse ou que ça casse pas, eh bien ça c'est le marché qui en décidera. Mais le support est là, la BNS est là, le scénario se tient, la probabilité est intéressante, donc si on y revient, eh bien rebelote, second tour sur l'euro CHF. Et puis la deuxième paire qui m'intéresse, je la pique à Adrien en plus parce que c'est pareil, c'est le même modèle. C'est l'USD HKD, là-dessus j'étais complètement d'accord avec toi. L'USD HKD, pareil, bande de fluctuation, 7,75, 7,81, régulé par la banque centrale hongkongaise. On a donc une paire qui est bloquée dans un range de fluctuation de long terme. Ça met du temps, ça met des semaines, ça met des mois à monter. Regardez, c'est un graphique hebdomadaire, sauf que quand ça monte, ça ne le fait pas à moitié. Or, sur les 5 dernières années, on a eu 2-3 allers-retours entre 7,75 et 7,80. Pendant des semaines et des semaines à 7,75, donc il y est resté collé pendant 12 semaines. On vous a dit tous les jours, tous les matins, on achète, on achète, on achète, on achète, on achète, on achète. S'il y revient, on rachète. Voilà. Et l'objectif à terme, c'est 7,77, soit 200 points, et au-dessus, 7,81, soit 500 points. Le risque, c'est un stop de 50 à 70 points sous le support. L'objectif, c'est un objectif de 500-600 points. Ratio risque-gain, 1 pour 7. Donc encore une fois, c'est une stratégie très intéressante. Malheureusement, sur cette paire-là, il y a une nécessité d'avoir une marge requise parce que c'est une paire exotique élevée. Ça veut dire qu'il faut avoir 10 fois plus d'argent que quand on trade l'euro-dollar pour pouvoir trader les mêmes montants. Et c'est pour ça que ça rentre plutôt dans notre programme d'investissement moyen-long terme et donc aussi des clients qui ont besoin de capitaux relativement importants. Mais bien sûr qu'on nous posera la question et on y répondra comme d'habitude, mais
sachez que si on devait baisser, pour ceux qui ne sont pas dedans, c'est une bonne nouvelle. Et si dans les 6 mois à venir, on doit à un instant revenir entre 7,75 et 7,75,20, c'est achat fort, stop dessous et advienne que pourra. Voilà. Je ne veux pas dire que tu n'es pas d'accord, Non, c'est la tienne. C'était ma stratégie à la base, donc j'ai juste quelque chose à ajouter, peut-être juste information macroéconomique. On n'a pas dit en fait que les 7,75 c'est la bande inférieure, enfin la limite inférieure d'une bande de fluctuation mise en place par l'autorité monétaire hongkongaise. Il semblerait, et c'est là le risque avec ce placement, il semblerait qu'il y ait une espèce de bulle immobilière à Hong Kong. Vous regardez les graphiques des prix de l'immobilier à Hong Kong, vous allez voir que c'est vraiment ça. Le risque donc, c'est un jour finalement, comme dans le passé, l'histoire du dollar hongkongais, vous regardez sur internet, vous allez voir en fait, il y avait des moments où effectivement il fallait changer le système de change, tout simplement. Ça c'est le risque. Donc finalement, que vu via ce taux de change arrimé, enfin le dollar hongkongais arrimé au dollar américain, vu qu'à Hong Kong ils importent de l'inflation aux États-Unis, enfin de l'inflation qui n'existe pas aux États-Unis, mais qui est quand même incitée par la politique de la Fed, et bien un jour ou l'autre, peut-être, ils vont devoir changer leur système de change, et notamment si jamais il y a un yuan convertible, ce serait probablement le moment où ça arrive. Donc ça c'est juste le risque macroéconomique. Il y a toujours un risque avec un trade, que l'euro CHF casse son support, avec la crise en Europe. Ça c'est le risque en fait, un éclatement de la bulle immobilière à Hong Kong, si c'est une bulle, déjà, et puis par la suite un changement du régime de change. Comme d'habitude, à toute stratégie, son potentiel et son risque, et c'est ici le ratio risque-gain qui rend ces trades de toute façon intéressants. Et après, il faut faire un choix. Voilà, il faut faire un choix, s'y tenir. Si vous choisissez d'aller sur ces deux paires-là qui sont protégées par des banques centrales, c'est quand même plus sympa d'avoir les banques centrales dans le dos, comme vous avez pu comprendre sur les indices ces derniers temps. Donc, autant en jouer. Là, donc, pour changer un petit peu le genre de stratégie, ça c'est une stratégie de suivi des tendances que je propose. Enfin, c'était en fait Romain qui a fait son point trimestriel. C'est la paire GBP-AED, donc la livre sterling face au dollar australien. Encore une fois, vous avez une banque centrale, la Banque d'Angleterre, qui imprime des billets, qui a un programme d'assouplissement. En Australie, ce n'est pas le cas, d'où le renforcement du dollar australien, dû à la baisse de la livre sterling. Là, en mars, déjà, on a fait de nouveaux plus bas historiques sur cette paire. Attention, historique. Est-ce que l'on achète parce que c'est bas? Non. Il y avait un moment où je pensais acheter son cousin, le GBP NZD. Ça n'a pas fonctionné et c'était donc scénario invalidé. Maintenant, c'est clairement vente sur rebond parce qu'a priori, ça va continuer comme dans le passé. Alors en fait, il manque une large partie sur le graphique de la tendance de fond. Je ne me rappelle plus les niveaux travaillés en 2008, mais je peux vous assurer que c'était au-dessus des 2,10. Donc là, il y a encore, techniquement parlant, de la marge à la baisse. Et donc, c'est une stratégie ayant une probabilité de réussite quand même importante, sachant que vous avez la tendance baissière derrière vous. Là, c'est une autre paire exotique. La dernière fois, en fait, en novembre, j'en avais parlé. C'est le rand sud-africain, donc le dollar contre le rand. Eh bien, j'avais donné un objectif en novembre dernier à 9,22. On a atteint cet objectif en mars. Et puis j'ai invité nos lecteurs à surveiller ces paires-là de très très près parce que j'ai dit en gros, il va y avoir quelque chose, quelque chose va se passer bientôt et le mouvement qui va s'en suivre, ça pourrait durer longtemps. Pour le moment, c'est une baisse et c'était effectivement, je me penchais vers plutôt le scénario baissier.
Là maintenant il faudra surveiller donc la zone B8 76 75 76 parce que vous voyez sur les graphiques en fait il y a une tendance haussière, enfin une ligne de tendance haussière, une monobile exponentielle à 35 semaines qui fait soutien, enfin qui fait office de support depuis un moment, puis l'année dernière, et donc voilà, c'est là où on va décider si cette tendance haussière continue tout simplement ou si finalement on entre dans une tendance baissière. Vous voyez en fait, fondamentalement parlant, ça se passe pas très bien en Afrique du Sud, mais graphiquement parlant, eh bien, je vois pas mal d'éléments graphiques, techniques, qui laissent penser qu'il pourrait y avoir un jour ou l'autre un retournement historique sur cette paire-là, et donc ce serait vraiment à surveiller pour les mois à venir. Je pense que dans un premier temps, on va rebondir sur ces paires-là, mais tant que cette ligne noire en haut, tracée sur mon graphique, ne sera pas cassée, j'aurai une tendance à rechercher encore une fois quelque chose comme une divergence pour voir si finalement on va avoir un retournement. Sachant qu'ici c'est une figure chartiste, donc on appelle un biseau ascendant, et que c'est une figure chartiste dont on sort théoriquement par le bas dans 90% et dont l'objectif théorique est un retracement à 100%. Voilà, donc là on vous a parlé à moyen terme des actifs qu'on trade au quotidien, dont on voulait vous donner une vision globale. On vous a donné les actifs qu'on trouve les plus intéressants à moyen terme dans une optique d'investissement, que ce soit sur des PEG ou des sursuivis de tendance. On a un site, on a un forum, on a tous des comptes Twitter, les analyses, et on est sur la page news en temps réel toute la journée. On a une salle de trading. Sachez qu'à partir de juillet, on est en train de revoir toute la production de notre équipe. Vous allez avoir plus de vidéos, plus de live, plus d'analyses, et c'est surtout que vous aurez des analyses à heure récurrente. Donc on essaiera de faire 9h l'eurodoll, 10h le CAC, 11h le morning, 13h l'or, 15h un autre actif, et ainsi de suite. Et vous aurez des analystes responsables de certains actifs et ainsi que de leur émission. Donc toujours plus de ressources pour vous au quotidien. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui je profite de récapituler toutes ces choses-là pour les personnes qui ne connaissaient pas. Donc je rappelle aussi que lundi vous allez recevoir l'email qui vous renverra sur le forum sur lequel on mettra le pack conférence. Donnez-moi jusque peut-être mardi pour avoir toutes les vidéos BFM, toutes les vidéos de Fabien Labrousse de Vidéo Bourse qui est là et qu'on remercie. Et puis concernant les webinaires, donc je rappelle que c'est mercredi, jeudi prochain et le lundi suivant. Les offres premium spéciales conférences, je vous en ai parlé tout à l'heure, je ne vais pas le réitérer. Vous allez voir les conseillers FixCM, vous vous renseignez. Il y a des offres pour les petits comptes, il y a des formations avec Karen sur l'Ishimoku, des formations avec Jean-Étienne sur le coaching, money management, psychologie. Et il y a également des MT Trading avec Pascal Talarida que vous allez retrouver juste après la pause. Donc bravo à Karen, merci Karen, merci à Ariane. Et puis, pour ce qui est de l'équipe des billets fixes, on est toujours là, à la pause ou après la conférence. On laisse place à Pascal Talarida et Franck Morel de Zone Bourse. Et puis sinon, on vous retrouve dès dimanche soir sur le forum et Real Time News.